Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour discuter des dernières news qui sont tombées dans les planètes cinéma, les galaxies plateformes, les galaxies grands écrans qui sont fermées. Et cette semaine, il y a vraiment de quoi faire puisqu'il y a quelques heures, on a appris que donc Warner et DC étaient sur le point de totalement rebooter Superman et le personnage au sein de leur film DC. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, ça tend à confirmer que assez probablement le Snyder Cut de Justice League qui arrivera en mars aux États-Unis et en avril, on ne sait pas comment en France, eh bien, c'est probablement la dernière apparition de Henry Cavill dans le rôle de Superman, et ça marque définitivement, ça entérine une certaine période de l'univers DC au cinéma. Et puis ce reboot, ça va pas être n'importe quoi, puisqu'il va être produit a priori par J.J. Abrams, et il va être écrit par Ta-Nehisi Coates. Ta-Nehisi Coates, alors à l'origine, ça n'est pas du tout quelqu'un qui vient du cinéma, c'est un journaliste et essayiste américain qui a notamment contribué à un très très grand journal, on va dire dans la promotion des idées, pas dans l'actu chaude aux États-Unis, qui s'appelle The Atlantic, qui existe depuis le 19e siècle. Et bien donc Ta-Nehisi Coates, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la sociologie et dans l'étude des conflits, notamment des conflits raciaux aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Mais pas que. Ta-Nehisi Coates, c'est aussi, et c'est pas anodin dans le sujet qui nous intéresse, quelqu'un qui a travaillé aussi sur les comics, vu qu'il a longtemps collaboré avec Marvel comme scénariste. Il a notamment collaboré avec le très très grand Grant Morrison, et il a donc été à l'œuvre aussi bien sur des épisodes de Captain America que des épisodes des Avengers, et également sur Black Panther. Donc là, il rejoint DC à l'occasion de la reboot de Superman. Alors il a fait une première déclaration officielle, qui est une déclaration tout à fait classique dans ce genre de situation, et c'est le moins qu'on puisse dire qu'il n'est pas révolutionnaire, puisqu'il a dit, je le cite, « Je suis impatient de m'inscrire dans l'héritage du plus mythique des héros américains ». Bon, voilà, pas de grande révolution, c'est pas le grand soir chez DC. Attention toutefois, dans l'article du Hollywood Reporter, qui donc annonce cette table rase du côté de Superman, il y a quelque chose qui forcément a provoqué beaucoup de réactions, c'est que l'article affirme que le studio, que Warner chercherait peut-être même depuis 2 ans, un moyen de réussir à faire un reboot avec un Superman noir, et que ce serait justement dans ce but qu'a été lancé le projet chapeauté par Ta-Nehisi Coates. Alors attention, quand le Hollywood Reporter dit ça, il ne cite absolument aucune source. Il ne cite même pas une source anonyme, par exemple, comme il est de coutume de le faire, en off, un exécutif du studio qui parlerait sous cap dans un couloir sombre, ou le réalisateur, ou le producteur, ou J.J. Abrams, ou qui vous voulez. Non, c'est uniquement le Hollywood Reporter qui l'affirme, c'est pourquoi il faut quand même, voilà, on va y aller étape par étape. Évidemment, bien sûr, sans surprise, c'est une annonce qui a fait beaucoup réagir, mais comme à chaque fois qu'il y a des annonces qui sont basées sur, on va dire, l'origine ethnique, culturelle ou la couleur de peau de personnages ou leur modification, parce qu'il y a des gens à qui ça déplaît, il y a des gens qui sont très conservateurs. Rappelons quand même quelques petites bricoles. La première, c'est qu'un Superman noir, on en a vu chez DC depuis 2009 dans les comics. C'est donc pas quelque chose de fondamentalement neuf, loin s'en faut. Et ensuite, alors, savoir, est-ce que Superman peut être noir? Il y a un truc qui paraît évident en termes de mythologie, c'est que Superman doit être américain. Jusqu'à preuve du contraire, il y a pas mal de noirs aux États-Unis. Ensuite, il me semble de mémoire que Superman vient de Krypton, une planète qui n'est pas la Terre, et que du coup, peut-être on peut se dire le taux de mélanine n'est peut-être pas un critère fondamental pour définir les Kryptoniens. D'ailleurs, si vous vous intéressez ou plutôt si vous vous questionnez sur quelle culture, quel personnage, quel legs culturel peut symboliser Krypton, les Kryptoniens et Superman, je vous rappelle que quand Man of Steel est sorti, personne n'a rien trouvé à redire à ce que Jor-El, le père de Superman, soit interprété par Russell Crowe, un Australien qui manifestement a un grand goût pour le sandwich au pâté de kangourou. Et personne ne s'est dit que ça ne marchait pas. Donc je pense que voilà, on peut peut-être tous se détendre et attendre un petit peu de voir, non pas ce qui va être fait, mais comment ça va être fait. Ensuite, une deuxième nouvelle, les Golden Globes sont tombés. La grande foire au pâté et aux kirsch des États-Unis s'est donc terminée, et on peut commenter un petit peu cette cérémonie de récompense qui est toujours extrêmement scrutée parce qu'elle est réputée pour être, on va dire, un peu problématique. Il y a encore quelques jours, on vous le disait, il y a une semaine dans une vidéo, était accusée de graves faits de corruption, enfin plutôt d'être, l'objet de corruption de la part de production qui aimerait bien être nommée et honorée, parce que son fonctionnement a toujours été extrêmement opaque, parce qu'il n'y a que 87 votants qui sont des membres de la presse à Los Angeles, ce qui est relativement peu par rapport aux plus de 10 000 membres de l'Académie des Oscars, mais néanmoins, comme c'est la première cérémonie de récompense à ouvrir ce qu'on appelle la saison des cérémonies aux États-Unis, elle est particulièrement scrutée parce qu'elle donne le là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle année? Bon, comme chaque année, il y a eu des trucs qu'on peut qualifier d'un peu what the fuck ou complètement absurdes, c'est-à-dire qu'on a beau, à écran large, beaucoup apprécier Rosamund Pike, on n'est pas convaincu que sa performance dans I Care A Lot méritait forcément un Golden Globes. On s'attendait pour le coup
coup à ce que Chadwick Boseman ait une récompense posthume pour son film Le Blues de Ma Rainey qui est sur Netflix. Notons également que Netflix a été assez en forme avec une dizaine de statuettes, des statuettes notamment pour Le Jeu de la Dame. Anya Taylor-Joy a notamment été Anya Taylor-Joy a été récompensée pour son interprétation. Amazon a eu 3 statuettes. Alors la plus surprenante parce que en tout cas nous on s'attendait absolument pas à voir Borat, à voir la meilleure comédienne, meilleur comédien, meilleure comédie. C'est d'ailleurs au passage, on le rappelle, une des problématiques, une des difficultés pour appréhender et commenter les Golden Globes, c'est qu'ils ont un fonctionnement un peu particulier. Il y a des récompenses, évidemment, pour les longs métrages et pour les séries, mais surtout pour les longs métrages dits de comédie ou les longs métrages dits de drame. Alors déjà, la manière dont ils répartissent, c'est pas toujours évidente, mais du coup, c'est pas toujours simple de commenter ça parce que c'est assez unique en réalité. Non, peut-être ce sur quoi il faut revenir, c'est la double récompense qui accompagne Chloé Zhao. Chloé Zhao, qui est-ce que c'est? C'est la réalisatrice de Nomadland. Nomadland, c'est un film qui a eu et le Lion d'Or à Venise et le prix du public à Toronto, ce qui est une combinaison, je crois, à peu près inédite, ou en tout cas très rare, et qui montre donc que le film a su à la fois exciter le public et à la fois exciter la presse, ce qui est quand même pas tous les jours, donc c'est à noter. Et c'est intéressant parce que c'est un vrai tout petit film qui est tombé dans l'escarcelle de Disney quand Disney a racheté la Fox, vu que c'est un film qui a été produit par Fox Searchlight. Et donc Chloé Zhao, c'est quelqu'un qui avait été très remarqué, notamment avec ses 2 premiers films, et en particulier un qui mélangeait documentaire et fiction, qui s'appelait The Rider, on vous le recommande. Chloé Zhao, c'est une réalisatrice qui est chinoise. Elle est donc la 2e femme dans l'histoire des Golden Globes, la 2e seulement à obtenir le Golden Globe de la meilleure réalisatrice, et puis un doublé, parce que non seulement meilleure réalisatrice, et puis meilleur film pour son film Nomadland, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on est très impatient de découvrir. Et surtout, ça a un effet, c'est que là, pour le coup, ça vient, on va dire, valider non seulement la potentielle carrière du film qui devient littéralement à la seconde un des plus gros concurrents pour les Oscars, mais en plus, Chloé Zhao, c'est celle qui réalise Eternals pour Marvel et donc pour Disney, et ça vient bien sûr valider, surligner le choix de Marvel de lui donner les commandes de ce film. Alors, je vais pas vous la faire à l'envers, on sait tous combien les gros studios, et Disney pas moins qu'un autre, a tendance à choisir des réalisateurs qui viennent du cinéma indépendant ou de jeunes réalisateurs pour, on va dire, les mettre comme une marque quasiment sur leur projet, pour en faire un outil commercial et un outil pour causer à la presse et aux cinéphiles. Néanmoins, on ne peut pas nier que c'est un choix qui a été fait avec pas mal de flair et que cet honneur qui lui est fait nous rend quand même extrêmement curieux de voir ce qu'elle va faire sur Eternals et tout simplement voir si elle pourra y faire quelque chose, parce que c'est peut-être un des styles les plus indépendants, les plus spécifiques, les plus particuliers, les plus identifiables que Disney ait jamais choisi de se greffer. Donc voilà, à voir tout ce que cela va bien pouvoir donner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les gens de chez Netflix ont commandé une série Terminator. Oh là 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 là, cette série qui a vécu les derniers outrages, cette série qui est à peu près dans le même état que la Pologne après la Seconde Guerre mondiale, cette licence est toujours vivante contre toute attente, elle bouge encore, c'est assez terrible, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après Genesis, après Darkfall, on n'attendait plus grand chose de la saga, et moi personnellement, j'aimerais bien au moins qu'on la laisse reposer très longtemps, et sinon qu'on la laisse mourir. On a eu 2 chefs-d'œuvre de James Cameron, on pourrait en rester là, même s'il y a des trucs à sauver encore dans Terminator 3 et Terminator Renaissance. Quand même compliqué quoi, ça commence à ressembler à de la nécrophilie assez avancée. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette série dont on ignore quand même l'essentiel? Ce sera une série d'animation, et elle sera donc fabriquée, produite en collaboration avec Skydance, qui est le studio qui possède les droits de la franchise Terminator, et également le studio d'animation auquel on doit Ghost in the Shell. Alors ça c'est quand même assez prometteur. Bien sûr, vous me direz, on sait que Netflix, pour ce qui est de l'animation, ils peuvent être très 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 irréguliers. Et si vous avez subi les 2 saisons de Kong Cretaceous, la série animée Jurassic Park, Jurassic World, peut-être encore que vos rétines saignent, que votre cœur d'enfant est mort, voire que votre enfant est mort. Néanmoins, n'oublions pas qu'on doit aussi à Netflix des très belles trouvailles comme Devilman Crybaby. Enfin bref, voilà, il faut se garder d'être un peu trop négatif. Moi, je me contenterai de dire une chose. Qu'est-ce qui a fait le succès des 2 premiers Terminator? C'est une combinaison d'éléments très particuliers, et alors bien sûr le 2 est un chef-d'œuvre immense, gigantesque, j'adore Terminator 2, mais je ne saurais trop vous en joindre parce qu'on a tendance un peu à l'oublier trop vite, de remater le tout premier Terminator de James Cameron en 1984. Ce qui fait le succès et la réussite à mon sens démentielle de ce film, c'est plusieurs éléments. Le premier, c'est bien sûr des recherches d'innovation, des recherches de grandes trouvailles technologiques, mais surtout, avant tout, un immense sens de l'artisanat, de la démerde et de la débrouille. Vous pouvez trouver le making of sur internet, sur YouTube, et vous découvrirez que certains effets qui fonctionnent encore super bien aujourd'hui sont vraiment l'effet de techniques ultra anciennes, de perspectives forcées, de matte painting, de maquettes. Et enfin, c'est une mise en scène. La mise en scène de James Cameron, plus que tape à l'œil, elle était chirurgicale, elle était iconique, elle était précise, elle était
intrinsèquement impressionnante, signifiante, et elle savait utiliser justement à la fois des effets de pointe et des effets particulièrement artisanaux, très bien compris. Et ben je pense que c'est ces 3 points qui peuvent faire la réussite d'un Terminator, et écoutez, espérons qu'on retrouve un peu de cette équation dans cette série Netflix. Il est permis de rêver, ça n'est point encore illégal. En parlant de légalité et d'illégalité, il se trouve qu'il y a donc quelques heures, dans Le Parisien, notre ministre de la Culture, l'éminente Roselyne Bachelot, a déclaré, je la cite, « La culture n'est pas à l'arrêt dans notre pays ». Elle réagissait bien aux nombreuses tribunes, aux nombreuses prises de parole de représentants, soit d'institutions culturelles, soit de maisons de production, de distribution, bref, aux acteurs de l'industrie culturelle et du secteur de la culture en général, qui tout simplement se plaignent et regrettent extrêmement fortement de ne pas avoir de perspective. Alors, la culture n'est pas à l'arrêt dans notre pays. La ministre s'appuie, pour dire cela, sur le fait qu'il existe actuellement quantité d'initiatives, des captations de théâtre sans public, des films qui se tournent, des préparations de pièces en préparation du moment où théâtre, cinéma et autres lieux de spectacle pourront réouvrir. C'est exact, il y en a un certain nombre. Mais tout d'abord, il y en a une proportion infime par rapport à ce qui se passe d'habitude dans le secteur. Seuls ceux qui ont les reins assez solides, qui ont réussi à trouver des assurances ou qui avaient, on va dire, des capacités artistiques, financières, matérielles pour pouvoir continuer à travailler ou à assurer un semblant d'activité artistique peuvent encore le faire. Ils peuvent le faire souvent, pas souvent, tranchés du public et surtout avec une absence de visibilité absolue sur quelles capacités auront les théâtres, les cinémas, les opéras, les producteurs, les distributeurs, les exploitants de salles à recevoir leur travail. Donc, non, la culture, elle n'est pas à l'arrêt, elle est en arrêt de mort. Elle est dans un état terrible et il suffit de voir tous les membres de l'industrie actuellement qui tous sont en train d'appeler, de réclamer ce que la ministre prétend qui est en train d'être travaillé, à savoir un cadre, à savoir un planning, à savoir une capacité pour eux à appréhender. En l'état, on va pas vous faire pleurer dans les chaumières, c'est très difficile pour absolument tout le monde actuellement. Il n'y a pas un secteur qui ne soit pas touché. Néanmoins, les propos de la ministre, s'il ne nous appartient pas de dire ils sont bons, ils sont mauvais, ils sont bien, ils sont vrais, ils sont faux, nous laissent à penser qu'il existe un fossé de plus en plus grand entre la perception de nous autres citoyens, la perception de ceux qui travaillent dans les secteurs concernés et la perception de ceux qui font la loi. Et c'est particulièrement inquiétant, ça ne nous réjouit pas forcément, et on ose espérer que tout ça va bouger assez vite, parce que pour beaucoup de monde, dans beaucoup de secteurs et dans beaucoup de domaines actuellement, on arrive à un moment qui est un moment de tension remarquable. Voilà, c'était les news du jour. N'oubliez pas que tout ce dont je viens de vous en parler, vous pouvez le trouver sur écran large dans de merveilleux articles écrits avec nos petites mains, pensés avec nos tout petits cerveaux, mais rédigés avec énormément d'amour. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas content ou pas d'accord avec tout ce qu'on vient de dire, évidemment, insultez nos mamans. Moi, je m'occupe des vôtres. À bientôt, je vous embrasse.